Ma vie a commencé à ce moment-là, en fait. C'est-à-dire que tout ce qu'il y avait avant, c'était des essais très maladroits et une espèce de déambulation instinctive, sans trop de réflexion derrière. Et à partir de là, j'ai commencé à structurer ce que je voulais être, ce que je voulais faire, pourquoi je voulais le faire. Et presque tout ce que j'ai fait après a découlé de ce début-là, quoi. Hello, moi c'est Léa et j'aime inlassablement questionner ce qui m'entoure et montrer que l'écologie, c'est d'abord une question d'émerveillement. À travers les incroyables parcours des personnes que j'invite à mon micro, j'ai à cœur de vous parler d'amour, de quête de sens, de résilience, de liberté et d'écologie. Bref, autant de sujets qui donnent du courage et qui montrent que le monde bouge et souvent dans la bonne direction. Tout de suite, je t'invite à plonger dans ces visions du monde un peu différentes de celles auxquelles on est habitué, mais qui peuvent nous faire tellement de bien. Un voyage autour de la France, à la rencontre de celles et ceux qui se battent pour un avenir plus juste et vivant. Mettre la lumière sur des personnalités qui s'expriment et s'engagent autour des enjeux qui menacent notre époque. Victor et Manon sont photographes et réalisateurs. Ils ont sillonné l'Hexagone pour faire témoigner 12 associations différentes afin d'en faire un film et un calendrier engagé. Derrière la caméra, le photographe s'engage tout autant que les acteurs auxquels il s'intéresse. Victor nous parle de son parcours singulier où la photographie, la réalisation, mais aussi la philosophie sont devenues une manière à part entière de s'impliquer dans la lutte intersectionnelle. Salut Victor, comment tu vas? Ça va bien avec une petite tisane chai Ouais, que j'adore. m'a gentiment préparé. Victor, pour resituer un petit peu le contexte et qui tu es, moi j'ai essayé de remonter le fil de notre rencontre Ouais, à toi et moi. Et en fait, on s'est rencontrés en mai 2024, très c'est ça. précisément. C'était à Paris. Moi, j'étais déjà ambassadrice du pacte climat de l'Union européenne. Et c'était, encore plus précisément, c'était en soirée, c'était sur la péniche du Son de la Terre. Exactement. Tu étais venue accompagner une autre ambassadrice du pacte climat, Lola Je suis Hutt. ambassadeur aussi avec Et je sais plus. Jean-Baptiste. Ouais, tu étais venue faire des photos? J'étais venu dans le cadre du lancement de FumiTech, où c'était Lola, ambassadrice du Pacte Climat, et Jean-Baptiste Sandoz, qui commençait à prévoir le lancement de quelque chose entre eux, un projet qui n'a pas abouti finalement, mais voilà, c'était dans ce cadre-là. Et à la suite de ça, j'ai aussi postulé pour être ambassadeur. Exactement, tu es ambassadeur depuis cette Je année. suis ambassadeur depuis cette année. Je reconduis pour l'année prochaine parce que je trouve que c'est un réseau qui est intéressant. Je trouve que même si on sait que le Green Deal et tout ce qui concerne le pacte vert en Europe est fort menacé, je trouve que quand même il y a tout un tas d'acteurs très intéressants autour de ces questions-là, autant des industriels que des artistes, que des entrepreneurs, que des gens qui pilotent des associations, etc. Donc je renouvelle Ouais, c'est un mon ça. écosystème qui est vraiment super intéressant. Mm. Et c'est à cette occasion que j'ai découvert ton talent. Tu étais photographe, que tu étais réalisateur. On s'est recroisés un petit peu plusieurs fois depuis, notamment cet été autour d'une table ronde à Strasbourg à laquelle on avait participé tous les deux. C'était sur le sujet de l'alimentation et de la protection de l'océan. C'est ça. Et c'est vraiment pas pour te saucer, mais vraiment à cette occasion-là, je me suis rendu compte que non seulement on partageait les mêmes valeurs puisqu'on était dans cet écosystème commun, mais qu'en plus tu t'exprimes super bien. Et je me suis dit, ça fait un bon cocktail, il faut absolument que je reçoive Victor à mon micro. De plus, l'un de tes derniers projets, il s'appelle le dernier calendrier, on va en reparler juste après. Je me suis dit voilà que c'était le moment. C'est ma manière de planter le décor. Ok. Comment est-ce que toi tu te présenterais avec tes propres mots? Comment est-ce que je me présenterais ayant posé ce contexte-là, le contexte de notre rencontre, etc. Moi, je fais de l'image sous tout un tas de formes. Je fais de la photo, je fais de la vidéo depuis maintenant 8 ans. Et j'ai fait mes armes dans le milieu. En fait, j'ai fait mes armes de photographe et de militant dans une association qui luttait contre la pollution plastique en mer, qui s'appelle Wings of the Ocean. Et j'ai vécu sur le voilier de cette association. À l'époque du Covid, à l'époque où on était un peu tu vois, dans ces restrictions de liberté, où au contraire, moi, j'ai vécu à ce moment-là un grand sentiment de liberté. J'ai eu l'impression d'échapper un peu à toute cette conjoncture anxiogène où, du coup, donc, je vivais sur ce voilier et puis j'ai vécu une aventure. J'ai vécu une aventure écologique et c'est souvent ce que je dis, c'est que l'écologie, c'est pas quelque chose qui se théorise, c'est quelque chose qui se ressent, qui se vit et qui se vit collectivement. Et, euh, et cette aventure-là m'a fait plonger la tête la première dans
les questions environnementales, dans les questions de militantisme, dans les questions de gouvernance collective, dans tous ces sujets-là, par un biais très collectif, qui est celui de l'équipage du bateau, et avec, en travaillant une technique qui est celle de l'image. C'est-à-dire qu'il y en avait qui travaillaient d'autres techniques, qui étaient dans l'ingénierie, dans la revalorisation du plastique, et qui pensaient qui étaient plutôt à prendre l'écologie par des biais solutionnistes, tandis que moi, j'ai découvert ces sujets-là plutôt par un biais poétique et philosophique, Mhm. qui sont voilà, la transmission des aventures écologistes, des parcours de vie, de pourquoi est-ce qu'à un moment on décide de changer, tu vois, c'est de trajectoire au moment où moi-même je changeais de trajectoire. C'est-à-dire que c'était pas forcément quelque chose d'induit à la base que je termine dans des milieux militants et à travailler ces questions-là. Mais c'est des concours de circonstances qui ont fait que je suis devenu photographe et vidéaste tout en devenant militant euh, pour l'environnement ou contre le capitalisme. Enfin, j'ai jamais trop su comment me positionner parce qu'au final, ces années-là m'ont pas donné de réponse plus que ça. Elles ont juste alimenté mes questions et elles m'ont aidé à tracer mon parcours. Et maintenant, j'estime que c'est ma mission, tu vois, de faire de l'image et de faire de l'image pour des causes qui me semblent justes et nécessaires de défendre dans l'époque dans laquelle on vit, quoi. Et tu parles d'un concours de circonstances qui t'ont amené ici. Mm, Moi, j'aime bien revenir un petit peu à l'enfance. Je sais que tu m'avais dit que tu avais grandi dans la banlieue lyonnaise. exactement. Quel genre d'enfance tu as eu et quel genre d'enfant tu étais? Est-ce que tu étais plutôt le gamin sage ou au contraire un peu turbulent? Est-ce que tu aimais bien l'école? Est-ce que t'aimais pas trop ça? Hmm, c'est dur à dire, mais en tout cas, j'étais facile à l'école. J'étais un gosse sympa, malin, rigolo, mais j'étais pas un bon élève, Ok. tu vois. J'aimais bien aller à l'école. J'aimais ce qu'il y avait de social à l'école. J'aimais me faire des potes, j'aimais rencontrer les gens, mais j'aimais pas le cadre et j'aimais pas la discipline. Et du coup, j'étais pas un très bon élève, mais j'avais des facilités qui ont fait que j'ai quand même fait mon chemin, tu vois, dans les études secondaires Dans et le les études CCP. supérieures. Voilà, enfin, je me suis pas trop posé la question, j'avais des années d'avance, parce que j'étais malin quand j'étais petit, donc j'ai sauté des classes, tout ça. J'ai eu le bac à 16 ans. À 16 ans, tu sais pas ce que tu veux faire de ta vie. Donc on me parlait de trucs, j'ai fini dans une école de communication, après tout ça, sans capter ce que c'était la communication. Tu vois, ça te parle pas à 16 ans. Et c'est le jour de la rentrée, je dis, ah ok, je vais faire de la pub. Ok, bon, ben, let's go faire de la pub, tu vois, parce que le terme communication, c'était très abstrait. Ouais. Mais en même temps, c'est des études qui m'ont servi. Pareil, je suis tombé dedans par hasard et en même temps pas par hasard parce que les études scientifiques, j'étais pas assez rigoureux pour ça. Les études trop exigeantes, pareil, j'avais pas la discipline ni la rigueur. Et les écoles de com, c'est un peu des écoles de branleurs, tu vois. Donc je me suis retrouvé dans une école de branleurs à quand même vouloir être bon dans ce que je faisais. Et donc, je m'en suis bien sorti. Et puis j'ai eu mon petit master de communication Ok. à l'EFAP Lyon, École française des attachés de presse. Je crache pas dans la soupe. Ouais. Et master de communication, c'est comment ta porte d'entrée à l'univers de la photo, de la vidéo? Quand est-ce que tu as commencé à toucher à tout ça? Bien après, non. Euh, J'ai mon master en communication. Tout de suite, je pars m'installer à Malte, Ok. donc au milieu de la Méditerranée, dans une île qui est un paradis fiscal et qui est simplement un temple de la débauche, de l'argent et de la fête. C'est pour ça que tu allé là-bas? Oui et non, mais ça me faisait kiffer, tu vois. C'est-à-dire que je faisais du marketing. À Malte, il y a tout un écosystème de marketing digital, d'entreprises, beaucoup les entreprises de la crypto, beaucoup d'entreprises de la finance, beaucoup de casinos, tout le pari sportif, etc. Enfin, c'est un écosystème très dense Ok. qui tourne beaucoup autour de l'argent et de l'argent digital. C'est comme ça que Malte a fait son trou comme étant un petit peu un paradis fiscal intra-européen. Et là-bas, j'ai fait 2 ans de bons babyloniens, tu vois, c'est-à-dire bien la fête, bien traîner avec des gros entrepreneurs libertariens. J'ai mis le nez dans la crypto-monnaie, j'ai mis le nez dans, tu vois, tous ces environnements un petit peu Testé, quoi. brillants et voilà, qui tournent beaucoup autour de l'argent. Je faisais beaucoup d'événementiel. Et c'est comme ça que j'ai fait mon petit. Enfin voilà, je faisais de l'événementiel quand j'étais à l'école, mes stages en événementiel. Et puis j'ai fini par travailler pour une des plus grosses agences événementielles de Malte, où on organisait des grosses soirées dans des beach clubs à 15 000 € le carré VIP, avec que des femmes recrutées sur leur physique et que des gros entrepreneurs en Ferrari qui venaient acheter, tu vois, qui venaient comme ça éclater mon salaire annuel en champagne Ok. en Wow. 3 heures. C'était rigolo. Et quand j'ai fini ça, je me suis dit, je crois que je me suis dit, je suis allé au bout, c'est bon. En fait, j'avais une grosse dissonance parce que
en même temps que je vivais tout ça, je commençais à tomber sur vraiment l'âge d'or de YouTube, tu vois, 2015-2016, Ouais. quand il y a les Nicolas Mérieux, comment il s'appelle, Bonjour Tristesse, Vincent Verza, tu vois, comment il s'appelle, Partager c'est sympa, etc., tu Mhm. vois, qui pétaient, donc tu avais une espèce de grosse émulation sur Internet, tu sais, c'était la campagne de Mélenchon 2017, Ouais. où tu avais un vrai truc en ligne qui commençait à émerger, et c'est là que je vivais cette vie, et en même temps je découvrais des Pablo Servigne, des, euh, des Virginia Marcus, tu vois. Donc je voyais bien que j'étais pas là où il fallait, Ouais, tu pas vois. aligné, Pas forcément. du tout. Ouais. Donc je me nourrissais de ça intellectuellement, tout en m'appliquant à faire des choses diamétralement opposées en termes de valeur. Et j'en souffrais, et en même temps, je me sentais pas capable de m'extraire de mon système. Et donc quand je suis arrivé au bout de cette expérience au cœur du système capitaliste, j'ai claqué la porte, je me suis barré, et, euh, et je suis parti à Bali faire du scooter. D'accord. Me perdre un peu, voilà. Jusqu'à ce qu'un ami me dise un jour j'étais à Singapour, il m'appelle, il me dit, je suis à Lisbonne, je suis en face d'un bateau qui s'appelle le Kraken, et moi le Kraken, je le suivais depuis longtemps. C'est-à-dire que je le suivais sur les réseaux, j'avais vu l'aventure du jeune militant à l'époque, qui s'appelle toujours Julien Woznitsa, et qui avait monté ce projet-là, The Wings of the Ocean, et donc j'avais entendu parler de ça, j'avais entendu parler de Sea Shepherd, etc., et ça me semblait loin et très inaccessible, et presque trop vertueux pour moi, tu vois. Ouais. Genre, je me disais, je suis trop loin de ça pour presque le mériter. Et en fait, c'est ça qui est venu à moi tout seul. Mon pote, il m'a dit, bah écoute, j'essaie de te faire venir sur le Kraken, j'essaie de te faire embaucher. Lui, il était vidéaste, il commençait la vidéo, il me disait, j'essaie de te faire venir comme assistant, photographe, machin. Alors que j'ai jamais pris une photo de ma vie, tu Ouais, vois. j'allais dire, à ce moment-là, t'avais jamais touché un Jamais, appareil photo. jamais. Et il m'appelle un jour, que j'étais en train de partir m'installer en Australie pour faire un PVT, gagner de l'argent parce que j'ai plus de sous. Il me dit, viens à Madère vendredi, t'es embauché sur le Kraken comme photographe. Et ça, je dis, putain, j'ai dit, ok. Et je te passe les détails, mais en gros, en rentrant, donc je prends tout l'argent que j'ai, je mets un billet d'avion pour faire Melbourne-Madère. Et sur la route, je m'arrête chez une copine qui m'héberge à Singapour, qui était en train de faire ses bagages au moment où j'arrive. Elle me dit, ah, je rentre à Paris, je trie des trucs, tiens, tu veux un appareil photo? Boum. Et elle me donne un appareil photo. Elle me prête un Canon 550D avec un autofocus qui marche pas, tu vois. Mais je me dis, bon, c'est bon, j'ai un appareil photo. Et donc je suis là, je suis dans l'avion, je fais clic, clic. Ok, c'est cool, clic, clic, j'apprends les ISO, les trucs. Ok, waouh. Et je débarque sur le Kraken et l'imposture tient. C'est-à-dire que je me mets à faire des photos, il kiffe mes photos, moi je kiffe l'exercice et j'ai jamais arrêté depuis. Ouais, j'allais dire, c'est vraiment une imposture et il faut avoir les couilles, si je peux te dire ça comme ça, d'oser débarquer Ouais, pour mais un job en tant que j'étais pas photographe. complètement arriviste parce que je venais de la communication, donc l'image je connaissais un peu, la retouche photo je connaissais un peu, je travaillais Ok. avec des photographes, etc. Mais au final, je m'y suis plu et les photos étaient cool et puis surtout, j'avais une espèce de ça y est, enfin, je suis à ma place. Et je suis dans un truc où je me sens bien de faire ce que je fais. Ok. Tu vois, je me dis, je vais vivre une aventure. On va parler d'écologie. Je suis avec ce militant qui, Julien, à l'époque, on avait le même âge, mais il avait écrit un bouquin. Il était connu, reconnu, tu vois, pour son engagement. Et puis surtout, il avait acheté un bateau énorme qui lui donnait un crédit fou dans ce paysage militant, tu vois. Lui, il venait de Sea Shepherd, etc. Donc on était les petits frères de Sea Shepherd un peu sur le sujet plastique. Et après, cette aventure a déroulé, et puis petit à petit, j'ai repris la communication de l'assaut. Ok. Donc j'ai pu me servir de ce que j'avais appris dans des entreprises ultra-capitalistes au service d'un truc que je trouvais juste et noble. D'abord en bénévolat, puis en salariat, puis je suis revenu en bénévolat, puis après j'ai fait du freelance, et c'est une aventure qui a duré 4 ans et presque ma vie a commencé à ce moment-là, en fait. C'est-à-dire que tout ce qu'il y avait avant, c'était des essais très maladroits et une espèce de déambulation instinctive sans trop de réflexion derrière. Et à partir de là, j'ai commencé à structurer ce que je voulais être, ce que je voulais faire, pourquoi je voulais le faire. Et presque tout ce que j'ai fait après a découlé de ce début-là, quoi. Parce que pour la première fois, t'as ressenti un petit peu de cohérence et de sens dans ce que tu faisais alors. Ouais, Ok. en tout cas, beaucoup plus qu'avant. C'est-à-dire qu'il y a des contradictions dans le milieu militant. Il y a, et puis même, je vais te dire, il y en a même plus qu'ailleurs. Parce que quand t'es au milieu du capitalisme, Bien sûr. il y a un consensus qui donne la valeur aux choses, c'est l'argent. Dans une entreprise, tu as plus de valeur que moi parce que tu gagnes plus que moi. Cet objet a plus de valeur que l'autre parce qu'il vaut plus cher.
Et en fait, ça roule, si tu veux. Parce que le système de valeur, il est posé. C'est combien tu vaux. Combien vaut un produit, combien vaut une personne, combien vaut une entreprise. L'argent, c'est un étalon qui met tout le monde d'accord Hmm. et qui fait que le capitalisme roule tranquillou, tu vois. En- C'est-à-dire que encore et toujours. Alors que quand tu arrives dans des milieux militants où d'un coup tu travailles d'autres valeurs, tu vois, qui sont bah, la valeur du vivant, la valeur de la vie humaine, la valeur bah, tout ça, c'est des choses qui ont moins de valeur. Et, enfin, pas qui ont moins de valeur, mais qui sont plus difficiles à quantifier. Quelle valeur ça a? Est-ce que c'est plus important de protéger les océans? Est-ce que c'est plus important de protéger les gens? Est-ce qu'il faut protéger les deux ensemble? Est-ce que c'est des systèmes de valeurs qui sont plus flous et fluctuants, et du coup, ça donne des idéologies beaucoup plus diverses. Parce que les gens, moi je m'attendais à un truc très consensuel, tu vois. On va sauver la planète, on va faire le bien, tu vois, c'est nous les gentils. Et en fait, pas du tout. C'est-à-dire que chaque militant a sa propre version C'est ça. de ce qui est bien et pas bien. Est-ce qu'il faut être vegan? Ou est-ce qu'il faut manger un peu? Est-ce qu'il faut être flexitarien? Est-ce que ça vaut le coup de cramer du pétrole pour aller sauver des baleines? Est-ce qu'il vaut mieux pas cramer de pétrole et rien faire? Et en fait, j'ai trouvé beaucoup plus de contradictions et d'incohérences dans le milieu militant que dans les milieux d'où je venais. Et finalement, j'ai l'impression, enfin, c'est souvent ce que j'ai envie de dire, j'ai l'impression que l'incohérence et les paradoxes, c'est un petit peu, ça fait partie de la nature humaine et on a ça de, je sais quand on parle d'écologie ou de justice environnementale, souvent les gens font l'amalgame ou en tout cas mettent tous ces militants-là dans le même sac. L'écologie, c'est presque un mot qui fait peur, sauf qu'en fait, et tu fais bien de le rappeler, les militants, ce sont d'abord des individus voilà, qui ont un certain passif, etc. Et c'est vrai que dans l'écologie, il y a plusieurs mentalités et plusieurs chemins ou en tout cas perspectives pour aller vers le monde de l'après, j'ai envie de dire. Et c'est ça qui est, je trouve que c'est super intéressant. Est-ce que dans toutes ces rencontres que toi t'as fait, là tu parlais un petit peu de certains youtubeurs, etc. Mm. Dans le travail que tu fais en tant que photographe, réalisateur ou en tant que personne humaine ou dans ta façon de t'engager, de voir les choses, est-ce qu'il y a une ou des personnes enfin, que tu admires pour leur travail dont tu t'es peut-être un petit peu inspiré ou pas du tout? Ouais, il y a eu beaucoup, ben, tous ces patrons d'associations, tous ces dirigeants d'associations qui sont souvent des gens qui sont très animés par par des très grands messages, tu vois, par des très grandes pensées, qui sont des théoriciens un peu de l'engagement, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a, alors t'as les écologistes comme si, moi, ce qui m'a amené à l'écologie, c'est la collapsologie. Mhm. C'est-à-dire, c'est cette théorie de l'effondrement qui me séduisait beaucoup quand j'étais jeune, qui continue de me séduire un peu. C'est-à-dire que je trouve que c'est un meilleur appel, tu vois. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a plus attiré, cette notion d'urgence et de tout s'effondre plutôt que la notion de allez, on va tout sauver si chacun fait sa part, tu vois. C'est marrant parce que c'est quand même la collapsologie, c'est quelque chose d'assez controversé. Enfin, il y a de gros débats Ah, là-dessus. bien sûr, c'est très controversé. Et de toute façon, je ne pense pas qu'il y ait d'effondrement absolu de quoi que ce soit. Je pense que les choses se chevauchent, tu vois, et que c'est jamais, il y a jamais des ruptures aussi brutales que ce qu'on pourrait l'imaginer à l'échelle d'une vie humaine, bien qu'on soit à l'échelle très macro de notre espèce dans une rupture très brutale, mais qui peut prendre 2 générations. Sauf que 2 générations, sur 3 millions d'années de vie de l'humanité, c'est très court. C'est-à-dire en 2 générations, tu bascules complètement un paradigme. Mais c'est vrai que la collapsologie, il y a toujours cette notion de un jour, tu vas te réveiller un matin et tout va brûler dans la rue, etc. En fait, tout brûle déjà dans la rue. On est déjà dans une espèce d'effondrement d'un certain système, à plein d'égards, démographique, économique, énergétique. On approche un point de rupture, tu vois, et voilà, t'as des pics énergétiques qui sont passés, t'as des pics démographiques qui sont passés. C'est-à-dire qu'en France, là, depuis cette année, tu vois, la population décroît, Mhm. et en Occident de façon générale. Donc ça signifie bien qu'on est en train de vivre des grands basculements. Simplement, c'est pas brutal à l'échelle de toi et moi. C'est Oui. brutal à l'échelle globale. Mais par contre, ce que j'aime bien dans ces philosophies-là, et donc par exemple donc Julien Woznitsa qui avait écrit son manifeste qui s'appelle Comment tout va s'effondrer, en réponse à Pablo Servigne qui écrivait Pourquoi tout peut s'effondrer, tu vois, et qui était un des théoriciens français de la collapsologie. Moi, j'aimais bien ces trucs-là. Mhm. Pareil avec un Nicolas Mérieux, tu vois, que j'ai rencontré dans cet écosystème-là aussi, qui lui a choisi de devenir paysan et puis qui écrit tout un spectacle d'humour sur à quel point l'humanité est foutue, grosso modo, si elle se bouge pas, tu vois. Ça, c'est des discours qui m'appellent et que j'aime bien parce que ça minimise pas la gravité de ce qu'on est en train de vivre. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Quand il y a certains discours écologistes parfois qui ont tendance tu sais, à laisser un petit espoir.
et dire non, mais si tout le monde fait quelque chose, ouais, mais non, tu vois. Malheureusement, on voit bien que si tout le monde fait un petit quelque chose, l'inertie est quand même très puissante. Et je préfère admettre les points de rupture et m'imaginer construire au-delà, plutôt que d'essayer de minimiser les dégâts qui sont presque déjà trop engagés pour qu'on puisse faire quoi que ce soit, tu vois. Mais après, il y a aussi plein de gens qui m'ont inspiré à d'autres niveaux, tu vois, des gens moins visibles, moins publics, qui étaient simplement dans des philosophies plus humbles et, tu vois, plus à leur niveau, tu vois. Qui n'étaient pas forcément dans le grand discours, mais qui étaient qui, eux, je trouvais, des fois, menaient des vies très congruentes. Et ça, c'est rare. Et justement, là, tu parlais de tout ça, de la collapsologie, un courant qui te parle beaucoup, enfin voilà, c'est ta manière un petit peu de voir les choses. Et d'ailleurs, ça se ressent dans le premier film que tu Mm. as réalisé, puisque le titre, c'est En attendant que le monde s'effondre. Du coup, c'est ce film qui retrace ton aventure avec Nicolas Exactement. Mérieux, qui est humoriste engagé, que tu as suivi. Et j'ai commencé à regarder le film hier Mm. soir, j'ai pas pu le terminer, mais j'ai trouvé ça absolument génial. Et ce qui m'a interpellée, c'est la façon qu'a Nicolas Mérieux, effectivement, de parler de protection de l'environnement. Il est très alarmiste. Mm. Moi, je sais que je suis plutôt du courant, alors, à côté de la collapsologie, c'est-à-dire que j'ai un petit peu du mal à penser que c'est en étant alarmiste qu'on va réussir à rassembler et à faire agir. Et je trouve ça super intéressant que t'aies ce côté-là. Mais je sais que malgré ces propos-là, il arrivait à ramener à chaque fois du monde à ses spectacles, que ça avait beaucoup de succès, qu'il y a des gens qui, après ces spectacles, bah, ont encore plus eu envie de changer les choses. Donc, des fois, je me demande où est-ce qu'il est important de mettre le curseur. J'ai peut-être l'impression que ça se situe entre les deux, mais est-ce que t'as pas l'impression que ça peut décourager, des fois, d'être dans ce genre de discours? Alors, moi, je pense pas qu'il soit alarmiste. Je pense pas non plus, moi, être alarmiste. J'essaye d'être factuel. C'est-à-dire que j'essaye de voir avec lucidité et clairvoyance euh, le monde dans lequel on vit aujourd'hui et les signes avant-coureurs de ce dans quoi on va vivre plus tard. Et j'essaye, moi, d'être factuel et de regarder de regarder le tableau avec, comme je dirais, voilà, avec clairvoyance, avec lucidité. Et je préfère être fataliste qu'alarmiste. C'est-à-dire que si le tableau dépeint par les faits me dit que c'est négatif ou qu'il y a du danger, etc., bon, ça, c'est un fait. Après, l'optimisme et le pessimisme, c'est un choix d'interprétation du réel. C'est-à-dire que tu peux te dire, ça va aller mal, en tout cas, il va y avoir peut-être des difficultés, mais au travers de ces difficultés, on va être capable, un, de s'adapter, deux, d'être résilient, trois, de trouver du bonheur. Et ça, j'en suis persuadé, tu vois. Donc, je suis persuadé que l'humanité peut traverser des époques difficiles ou compliquées Mm. et tout de même avoir de l'espoir. Parce que c'est le propre de l'espoir, de s'affranchir de la rationalité. C'est-à-dire que s'il ne fallait avoir de l'espoir que quand tout va bien, t'en perds le sens, tu vois. Il faut faire usage de l'espoir et de la foi. Quand je dis la foi, c'est de la foi, pas de la foi religieuse, tu vois, mais de se dire que ça va aller. C'est quand tout va mal que c'est là que ça prend tout son sens. C'est-à-dire que si au moment de l'Allemagne nazie, ou si au moment de la peste noire, ou si au moment des croisades, etc., tout le monde s'était dit, ah, c'est de la merde, On laisse on tomber. arrête. Bah non. Tu vois, c'est là que les gens, ils ont fait usage de beaucoup d'espoir et qu'ils se sont dit, mais on va s'en sortir, on va apprendre, on va comprendre, on va se renforcer et on rebâtira des sociétés qui seront plus riches de ces épreuves, tu vois. Et moi, c'est ce que je pense. Sauf que pour ça, il faut être clairvoyant. Et on s'en sort un petit peu, tu vois, de cette écologie un peu solutionniste ou de cette écologie un peu des petits gestes, etc. Moi, euh, qui me, Qui te qui fatigue. m'agace, ouais, qui m'irrite, tu vois. Tu vois, c'est faux. On est dans des sociétés qui consomment. Je veux dire, c'est nous qui sommes tout en haut de la pyramide de Maslow, tu vois. Nous qui avons accumulé un luxe, un confort de vie sur l'accaparement des ressources du monde entier. C'est-à-dire l'Occident post-colonial, l'Occident presque actuellement colonial d'une autre façon, tu vois. On est dans une forme encore de colonisation économique, tu vois, de tout un tas de territoires, etc. Le fait qu'on puisse avoir du chauffage, du ci, du ça, des bâtiments bien isolés,
du pétrole à 1,99 le litre dans nos bagnoles, etc., c'est un luxe, tu vois. Et de rajouter une écologie des petits gestes finalement, cet accaparement systémique des ressources, ça m'agace. Tu vois. Mais c'est pas grave. En fait, je critique les systèmes, si tu veux, je critique pas les individus. C'est pas notre faute, à toi et moi, d'être nés en France à la fin du XXe siècle ou au début du XXIe, tu vois. C'est pas notre faute. C'est juste le cas. C'est juste un fait. Maintenant, le fait que, il y ait des pays qui dépensent beaucoup plus que ce qu'ils devraient pouvoir dépenser en termes de ressources et de matériaux, bon, ça aussi, c'est un fait, tu vois. Et le fait que les pays qui arrivent, qui sont en train de faire leur révolution industrielle, exigent le même niveau de confort que nous et le même niveau de dépenses de ressources que nous, ça aussi, c'est un fait. Ouais, ouais, bien sûr. Et c'est ça aussi. On vit dans un monde où on a créé des inégalités. Et c'est fou comme, encore une fois, le réchauffement climatique, enfin, le changement climatique, il va venir exacerber ça. Et, euh, et ouais, moi, je te rejoins sur cette fatigue un petit peu des petits gestes. Et en fait, j'appuyais le fait que enfin, plutôt cette tendance à vouloir être factuel quand on parle du changement climatique, ça peut faire peur parce que j'ai quand même l'impression que il y a des inégalités sociales, géographiques, mais il y a aussi une dichotomie des mentalités qui est très très forte et qui s'exacerbe, j'ai l'impression, ces dernières années dans le débat public. Et moi, je sais que parler, même des fois, enfin, pour ma maigre communauté que je peux avoir sur Mhm. Instagram, quand des fois je vais mettre quelques chiffres factuels sur les conséquences du changement climatique, je sais que ça peut, il y a toujours de vives réactions, des gens qui vont me dire c'est absolument horrible, qu'est-ce qu'on peut faire, et d'autres qui vont me dire mais pourquoi tu mets ça en avant, ça fait juste flipper et ça donne encore moins envie d'agir. Et je trouve ça vraiment dommage alors qu'en fait on n'est pas là du tout pour faire culpabiliser, mais peut-être pour instiguer un petit peu une graine d'action, quoi. Et c'est compliqué, je trouve. C'est compliqué. En fait, c'est compliqué parce qu'on n'a pas encore digéré, en tant que société, cet afflux, ce tsunami d'informations que nous permet Internet. On n'a pas fini de fabriquer Internet. Ouais. Et on n'a pas fini de fabriquer des générations qui utilisent Internet. On est encore, nous, un peu crash test de ce nouveau paradigme cognitif que nous permet Internet. Donc, je comprends, tu vois, on est submergé d'informations anxiogènes dans lesquelles on a mal à faire du tri, par rapport auxquelles on a mal à prendre du recul et à mettre de la distance parce que c'est nécessaire. Tu peux pas porter la misère de tout le monde sur tes épaules. Tu peux pas être dans le white guilt permanent, tu vois, de te dire, putain, je suis un occidental, je suis une merde, parce que j'ai tout, etc. Non, je pense que c'est intéressant. On vit une époque super intéressante parce que l'information est disponible, mais il faut aiguiser son esprit critique euh, en conséquence. Et ça, c'est l'enjeu, tu vois. C'est tout l'enjeu qu'il y a de ne pas tomber dans les doxas et dans les idéologies un peu faciles à mâcher, comme peuvent l'être parfois les idéologies écologistes, un peu, tu vois, humanistes, de gauche, Mm. etc., ou soyons tolérants et point barre, tu vois, ou l'inverse, tu vois. C'est-à-dire que c'est la porte ouverte aux extrêmes et à l'idéologie facile à mâcher, dans un tourbillon d'informations où il y a tout, à boire, à manger, des chiffres de ci, des études de ça, etc. Bah, quand tu t'y perds et qu'il y en a un qui te dit non mais t'inquiète, la solution c'est ça, ah, tu vois, t'es soulagé parce que d'un coup t'as la recette. Alors que tu sois d'un côté ou de l'autre, en principe c'est mauvais. Tu vois, je pense que la réalité est toujours nuancée. Oui. Et, mais bon, c'est des choses qui sont compliquées de process à l'échelle individuelle quand tout autour de toi va si vite en termes d'information. Euh, Pourquoi je dis ça? Parce que je pense que mon approche de ces sujets-là, de ces sujets sociétaux, environnementaux, etc., elle est d'abord philosophique. Il y a des gens qui sont posés sur des questions scientifiques, etc. Moi, je suis trop peu informé en termes scientifiques. J'ai une méthode qui est pas, je sais pas une méthode qui est académique, etc. J'ai une méthode qui est artistique, philosophique. Ce que j'essaie de faire, c'est de créer de l'émotion positive autour de cette réalité neutre qu'on a tendance à regarder avec un œil négatif. Tu vois? Ouais. C'est-à-dire que cette réalité que je décris dans ce calendrier, par exemple, en disant, ben, euh, on massacre les animaux, on acidifie les océans, on fait fondre les glaciers, euh, on opprime des minorités. Tout ça, c'est neutre, hein. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression que dans notre société, en tout cas dans les sociétés occidentales, ce genre de propos peut encore passer pour être une opinion. Un opinion.
Et c'est ça qui me sidère en fait, c'est que on a l'impression d'être déjà dans le parti, voire dans un parti pris politique, que de mettre ces choses-là en avant. Et comment ça s'appelle, la fenêtre d'Overton? Ouais, totalement. J'ai l'impression que celle-ci, voilà, elle a vraiment basculé vers un certain positionnement ces dernières années et qui n'est pas du tout favorable dans le débat public à ce genre de propos. Et je trouve ça, ouais, je trouve ça sidérant, je trouve ça effrayant et des fois ça, voilà, comme on le dira et on le redira, mais c'est comme en France en tout cas, il y a 5 ans, tu sais, il y avait les élections Mm. municipales en 2020 et ça a été un florilège pour l'écologie. Euh, Là, j'ai l'impression qu'on régresse d'année en année, en tout cas dans le débat Ouais, politique. bien sûr. Bah, en fait, le problème, c'est qu'on est dans une. Tu vois, j'aime bien cette idée de Platon qu'il appelle l'anacyclose, où il te dit que tu as des systèmes de gouvernance qui se succèdent avec la monarchie, la dictature, l'aristocratie, la démocratie, et après la démocratie, c'est-à-dire que une fois que tu as libéré les libertés individuelles, etc., tu tombes dans l'oclocratie, qui devient la dictature des passions, et une espèce de gros bordel idéologique où t'as plus de direction commune, tu vois, t'as plus aucun sens commun, chacun se réfugie dans des petites idéologies qui tendent à dire que si, que ça, et c'est pareil pour tous les bords politiques, hein. C'est pareil, on est dans une société qui est ultra fragmentée, d'opinions, très individualiste, tu vois, Ouais, très dans ceux qui ne pensent pas comme moi ont tort. ouais. C'est-à-dire qu'il faut protéger les animaux à tout prix. En fait, c'est ce qui fait, ce qui te fait dire que les véganes et les agriculteurs semblent en fait défendre la même chose, mais ne sont jamais d'accord. Mhm. Tu vois, c'est-à-dire qu'ils défendent la vie animale digne. Tu vois, je parle des paysans, hein, je te parle pas des. C'est-à-dire qu'ils défendent une vie animale digne, mais que même là-dessus, ils se retrouvent pas. C'est-à-dire que t'as les véganes qui disent non, il faut arrêter de tuer des animaux, point barre. Tu vois, avec quelque chose d'une idéologie qui est très citadine, qui est très finalement parfois déconnectée des réalités euh, de la terre, tu vois. Et à côté de ça, tu as des paysans qui aiment leurs animaux, tu vois, qui leur souhaitent aussi une vie digne et qui te disent, moi j'ai du mal à offrir une vie digne à mes animaux parce que le marché me force à les tuer trop jeunes, alors que je voudrais juste qu'ils puissent paître tranquilles sur 4 hectares, vivre une vie de vache digne et que je puisse à la fin les tuer pour faire une gestion de leur vie parce qu'on fait de l'agriculture et qu'on fait pas d'observation de safari, tu vois. Mais du coup, tu vois, tout le monde est d'accord, mais personne n'est d'accord sur les méthodes à suivre. Parce que on a des facteurs extérieurs, des influences, des vies qui nous connectent ou nous déconnectent d'autres pans de la population, qui fait chacun voit le monde à travers son petit prisme. Et tout ça dessert finalement le plus grand nombre et sert ceux qui ont le pouvoir de l'information dans leurs mains et qui du coup dans toute cette confusion, oriente, tu vois, en matraquant certains discours, des grandes idéologies un peu simples à avaler, derrière lesquelles les gens peuvent facilement se retrouver de façon un peu dogmatique et sans grande lucidité parfois. Et je dis pas que j'ai une recette, tu vois, personne n'a de recette. Mais je comprends le chaos, tu vois. C'est-à-dire on est dans un contexte qui est favorable au chaos. Ouais, c'est ça. Et même à ma propre échelle, des fois, je peux me réveiller le matin en me disant, enfin, je sais pas si ça t'arrive aussi, mais des fois, je pense qu'on a un petit peu tous ça. T'arrives pas à t'endormir le soir parce que t'as plein d'idées qui fusent ou d'idées de projets, etc. Et tu penses à un truc et t'as l'impression d'avoir trouvé la solution le matin. Enfin, voilà, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois dans ma vie de me dire, ah, mais en fait, il faudrait partir sur ça, il faudrait que la société. Et en fait, à chaque fois, tu discutes avec des gens, tu te confrontes à d'autres réalités et tu te rends compte que Mm. c'est beaucoup plus difficile que ce qu'on ne peut le penser. Après, c'est absolument génial de voir aussi toutes ces perspectives, toutes ces façons d'arriver à certaines choses. Et justement, en parlant de toutes ces causes qui se réunissent dans les objectifs, mais pas dans les manières d'être ou d'agir, j'ai envie de rebondir un petit peu comme ça Bien sûr. sur votre projet à Manon Sima, c'est ça? Ouais. Et toi, Manon, elle est également photographe et réalisatrice. Et Elle est votre... photographe, elle est plus photographe que moi. Ok, C'est-à-dire que c'est une vraie artiste. d'accord. Moi, c'est ce que je dis tout le temps, je suis un photographe qui aime pas tant la photo que ça. C'est-à-dire que j'aime bien la photo parce que c'est un moyen. Ok. Ah, c'est intéressant. C'est une meilleure technicienne de l'image que moi et donc elle est plus forte, tu vois, pour construire des images
mieux pensé, mieux conçu, etc. C'est en ça qu'on s'est retrouvés un peu, elle et moi, même si on s'est rencontrés dans des milieux militants et qu'on partageait déjà cette appétence pour la justice sociale et environnementale, tout simplement. Mais on s'est associés pour ce projet et on s'est associés au global pour mener des projets comme ça. Et Est-ce que je digresse un petit peu, mais est-ce que t'es le genre de personne, du coup, le genre de photographe qui va voir son appareil photo tout le temps et tu vas faire des photos tous les jours de ce que tu vois en dehors de ton taf? non, Ok. non, pas du tout. C'est-à-dire que c'est vraiment mon métier. Mais même photographe, c'est mon métier, mais j'ai envie de te dire photographe engagé, c'est mon métier. Ouais. Et je le fais, j'ai entamé, disons que c'est la conviction, c'était l'étincelle de conviction qui a allumé la flamme de la discipline et du travail. Tu vois? Mhm. C'est-à-dire que j'étais jeune et emballé et prêt à changer le monde, etc., etc. Et ça a été mon impulsion initiale, tu vois. Et quand j'ai compris que si je voulais faire ça longtemps, sans me cramer mentalement, sans me cramer physiquement, de pouvoir avoir la stabilité d'en vivre, etc., Mhm. il fallait que je prenne cette conviction et que je la transforme en une volonté plus longue et de finalement d'être engagé avec le sérieux du travail et avec tout ce que ça implique de désillusion, tu vois, par rapport à l'engagement. Parce que sinon, t'as 25 ans, tu veux changer le monde, tu veux faire la révolution, puis tu te crames parce que tu te rends compte qu'il n'y a pas d'argent dans les assos et que, Ouais. en fait, l'idéologie, c'est un combat quotidien contre toi-même, contre ton ennemi et contre tes potes qui se battent avec toi parce qu'ils sont pas d'accord sur la façon de se battre. Et au final, t'as 30 ans et t'en as marre et tu retournes bosser chez, tu vois, dans le grand capital et tu te dis, j'ai baissé les bras, j'étais jeune, j'ai fait la révolution, etc. Je dis pas que je veux plus faire la révolution, je dis juste que je voudrais la faire pendant longtemps et de façon intelligente et donc Pas s'essouffler trop vite. pas s'essouffler trop vite et j'ai mis une espèce aussi de distance avec ce que je fais. Tu vois, c'est-à-dire que je le fais, c'est pas que je le fais pas avec le cœur, mais je le fais autant avec le cœur qu'avec la tête. Mhm. Je me dis, ok, comment est-ce qu'on peut arriver à, tu vois, construire des récits, construire des œuvres impactantes qui servent réellement le propos, qui sont pas moralisatrices, etc. Et ça, il faut y mettre du sérieux. Mhm. Tu vois, de la même façon que ce que je dis tout le temps, nos détracteurs, ça veut dire que ceux qui sont là pour extraire la ressource, ceux qui sont là pour opprimer les minorités, le monde, les espèces, les environnements, ces gens-là le font avec beaucoup de sérieux, beaucoup de méthode, beaucoup de rigueur, tu vois. Et donc, si on veut contrer ces gens-là dans cette espèce de grande guerre culturelle et dans cette grande guerre idéologique, faut qu'on y mette le même sérieux Mhm. et presque la même froideur. C'est-à-dire que moi, j'ai décidé que je préfère que la majorité vive bien. Je préfère que la majorité vive bien, que la majorité s'élève et qu'on vive en harmonie avec l'environnement. J'ai pas envie de dissocier, si tu veux, ces choses-là. Bon, il faut le faire avec sérieux. Ok, comment on fait pour aligner les gens, les causes, pour essayer d'aller juste vers un truc plus équitable, Ouais. tu vois, et où on n'alimente pas cette espèce de course à la compétition que le capitalisme veut nous forcer à faire tous, quoi. Et c'est pas facile. Non. C'est pas facile parce que tu vas à contre-courant. Ouais, totalement de la dominance des mentalités qui est encore dans ce truc d'extraction des ressources, de consumérisme à fond. Mm, Là, demain, c'est Noël. mm. Et en fait, voilà, on est à Strasbourg, c'est le marché de Noël. Et c'est pas que le marché de Noël, voilà, Strasbourg, c'est quand même l'une des plus grandes villes en France. On a de nombreux centres commerciaux et j'y étais encore ce matin pour mes courses. Je suis en dessous, là. Et juste en dessous, et c'est fou de voir à quel point voilà, il y a toujours autant de monde, Mm. malgré le fait qu'on parle d'une diminution de fou du pouvoir d'achat, etc. Donc ça m'interpelle pas mal, quoi. C'est dur d'aller à contre-courant, hein. C'est Faut être extrêmement bien dur. armé, hein. Culturellement, faut être bien armé, intellectuellement, même presque financièrement, tu vois. Parce que, en fait, je vois un peu dans ce qu'on appelle la réussite aujourd'hui, tu vois. J'ai presque l'impression que des fois, la réussite individuelle qui nous est proposée, qui nous est, tu vois, donnée un peu, qui nous est proposée comme une petite carotte d'accomplissement, est presque totalement décorrélée de la vertu. Tu vois, c'est-à-dire on estime réussite celui qui s'est accaparé le maximum et qui a pris le maximum aux autres. Et tout le monde regarde comme ça ceux qui ont accaparé le maximum et se disent, moi aussi, je veux accaparer un maximum pour moi, tu vois. Et donc, ça fait que ben, dès que tu sors de ce spectre-là, ben, presque t'as raté Ouais, ouais. le jeu que tout le monde joue. C'est-à-dire que quand tu as décidé de partager, ça n'a plus aucune valeur. On ne valorise pas quelqu'un qui veut moins pour lui et qui veut partager, parce qu'on le trouve bizarre.
Ouais. Comment ça, toi, tu veux pas tout pour toi? Et ce que tu dis là, ça me parle énormément parce que vraiment ce symbole de la réussite qui est encore très très uniforme aujourd'hui, moi en fait c'est comment, c'est toute la question des nouveaux imaginaires collectifs, des récits, du récit qu'on va offrir aux gens. Et ça passe par absolument tout, parce que par les histoires que tu racontes à tes enfants, Mm. par l'éducation générale et l'éducation nationale, par les publicités, le marketing, etc. Et c'est fou comme il y a dans ce capitalisme, dans cette direction de la société qui est encore très uniforme, c'est fou comme tout va dans le même sens et ça laisse très peu place à la diversité. Et encore une fois, il y a encore, malgré les avancements de nous, petits humains, en 2025, je trouve qu'il y a encore ce symbole très fort de la réussite qui est celui d'avoir fait peut-être les plus grandes écoles, d'être riche, etc. Mm. Et il y a... c'est assez marrant et j'en suis assez fière des 22 épisodes que j'ai déjà sortis sur Echo Eclipse. Il y a un épisode qui a vraiment fait fureur. J'ai constaté ça il y a pas longtemps. Mm. C'est celui avec Amandine Lacoste. Et en fait, elle a créé de nombreux projets ultra engagés, militants dans le Pays Basque. Et en fait, elle a passé plus de 10 ans de sa vie à New York, dans la mode, dans la fast life, vraiment. Ouais. Et en fait, elle est passée de ça vivre, à retourner à Biarritz Mm. et à monter des projets aux antipodes de ce qu'elle faisait avant Oui. professionnellement. Et c'est fou et ça montre que c'est possible, ces revirements de mentalité, mais à quel point on peut s'accrocher à des symboles de réussite qui peut-être ne correspondent pas forcément à ce qu'on est. Et ouais. Des fois, moi, je regarde le truc froidement. Tu vois, on vient de faire ce calendrier qui est un objet artistique autoproduit euh, qui vise à lever des fonds pour 12 associations qui œuvrent pour la justice sociale et environnementale. Dit comme ça, tu vois pas en quoi ça marche pas. Tu vois, c'est bien. Ça raconte des nouveaux récits, ça met en lumière des sujets complexes, Mm. tu vois, vers lesquels on marche, et ça glorifie ceux qui s'en emparent et qui décident de les combattre. Sauf que c'est pas à la mode du tout. C'est-à-dire que les gens ne veulent pas voir des galériens qui se battent pour des causes perdues avec pas d'argent. Parce qu'en fait, quand je filme des associations, c'est ça que je montre. Je montre des gens qui galèrent à défendre des causes perdues. Et ça fait pas rêver les gens. Ça rentre pas dans l'imaginaire principal, si tu veux, qui est de, on veut voir des gens qui réussissent et qui écrasent tous les autres et on veut rêver d'être comme eux, tu vois. Donc, personne ne rêve d'être un galérien qui se bat pour sauver les océans alors que t'as des chalutiers de 24 kilomètres qui raclent les fonds marins, tu vois. Mais pourtant, je rêverais, si tu veux, de réussir à produire des œuvres comme ça, tu vois. J'adorerais arriver à vivre, même pas devenir riche ou quoi, mais juste à vivre confortablement, de produire de l'art euh, qui mettent au centre autre chose que la réussite de Mm. l'individu, mais qui mettent au centre la réussite du vivant comme un collectif et de l'humanité comme une espèce, tu vois. Euh, mais bon, je suis pas né à la bonne époque, j'en sais rien. Mais bon, et du coup, ça me demande des compromis avec ça. Ouais, C'est-à-dire que il vu que faut. je n'arrive pas à vivre de ça, soit parce que je suis pas assez bon, Mhm. soit parce que je connais pas assez de gens, soit parce que je travaille pas assez, j'en sais rien. Enfin, tu vois, ça peut être multifactoriel. Je peux à la fois être pas un si bon photographe que ça, au point que je peux aussi juste ne pas arriver à traduire mes idées de la bonne façon pour que les gens s'en emparent et la trouvent cool, etc. Donc, je suis obligé d'aller chercher de l'argent ailleurs et je suis obligé d'avoir des clients qui sont parfois des grandes entreprises euh, qui me payent des montants, des gros montants, en fait, le prix du marché, si tu veux, que ne peuvent pas me payer ni le public à qui je veux vendre mes œuvres, ni les associations que je veux mettre en avant, parce qu'elles n'ont pas ces moyens-là. Donc on est tous à notre échelle dans des dichotomies comme celle-ci, et on doit tous arriver à faire des petits compromis sans tomber dans la compromission. Ouais. Et ça prouve bien que la vertu intégrale n'existe pas. Et que du coup, cette espèce de course à la vertu que tu as dans les milieux militants, c'est le serpent qui se mord la queue. Parce que tout le monde a besoin soit de financement de l'État, soit de financement des entreprises, soit de financement des particuliers, mais du coup, les particuliers ont moins d'argent, donc, etc. Et ça revient au paradoxe dont on parlait un petit peu avant, mais des paradoxes qui sont un petit peu obligés ou forcés parce qu'on vit encore, malgré nos engagements, on vit encore dans un système qui est dominant et dont il est difficile de s'extraire. Et auquel Mais on participe ouais, tous un peu à notre échelle, c'est différemment. ça.
Merci d'avoir commencé à faire la transition vers le dernier calendrier. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce projet que tu n'as pas déjà dit? Plein de C'est-à-dire choses, ce que j'ai pas je dit. pense. Bah, il devait s'appeler le dernier calendrier avant la fin du monde. Parce que moi, je suis toujours un gros bandeur de collapsologie. Non, je plaisante. Mais il y a quand même cette idée ouais, de réalisme. Tu vois, c'est-à-dire qu'on allait rencontrer des gens qui défendent les glaciers. C'est Mm. une cause perdue. Des gens qui défendent la vie marine, qui est pas une cause perdue, mais qui est quand même, Très difficile. c'est très difficile, tu vois. Genre, on vide les océans, etc. Quelqu'un qui essaie de Et on sauver les les animaux. remplit de plastique. Et on les remplit de plastique. Quelqu'un pareil, tu vois, qui des gens qui luttent contre la pollution plastique, No Plastic in My Sea. La photo on l'a illustrée avec le mythe de Sisyphe parce que c'est un combat infini, c'est un combat impossible. C'est un démon gigantesque, le plastique dans les océans. C'est des millions de tonnes tous les ans qui ne sortiront jamais de l'océan. Donc on est allé rencontrer un peu tous ces défenseurs de causes perdues. Tu vois, bon, des gens qui luttent contre les violences sexistes et sexuelles, évidemment qu'il y a des avancées. Bon, la parole de la femme n'a jamais été aussi libre qu'aujourd'hui, et en même temps, il semble que bah, les forces opposées n'ont jamais été aussi puissantes, tu vois, à la contre-oppression de ces... Enfin voilà, il y a des forces qui cherchent à opprimer, il y a des forces qui cherchent à émanciper dans tous ces différents combats. Et, euh, et en fait, on s'est rendu compte que tous ces gens ne parlent que d'une chose. Ils ne parlent que de la sensibilité qu'on a au monde, à la souffrance de ce que l'on pense être autre chose que nous, parce que c'est loin ou parce que c'est différent. Alors qu'en fait, tout ça n'est qu'une seule chose. C'est un briquet. Tout est imbriqué. Tu vois, il y a derrière la qualité de l'eau, il y a des enjeux, même derrière la fonte des glaces, il y a des enjeux de qualité de l'eau. Derrière les enjeux de qualité de l'eau, il y a des enjeux agricoles. Derrière les enjeux agricoles, il y a des enjeux sociaux. Derrière les enjeux sociaux, il y a des enjeux d'identité de genre, d'expression de sexualité, d'expression de genre. Derrière ces questions-là, il y a des enjeux d'isolement, de précarité. Derrière les enjeux de précarité, il y a des enjeux alimentaires, d'alimentation, d'accès à l'alimentation. Et derrière ces enjeux-là, il y a des enjeux agricoles encore. Et donc, tout ça se répond, tu vois. Derrière les enjeux agricoles, des enjeux de pollution plastique, de pollution des sols, de pollution de l'eau, qui ont aussi des effets sur les sociétés. Et nous, on n'est pas venu avec une prétention de réponse à Ouais. ces questions-là. Parce qu'en fait, il n'y en a pas. C'est trop complexe, c'est trop intriqué. En tout cas, à mon échelle de compréhension, c'est trop intriqué. Par contre, nous, on a voulu se faire un peu un témoin de ces gens-là et leur dire, regardez, Mm. ils disent la même chose, tous. Donc si vous êtes touché par la cause, le droit des femmes, si vous êtes touché par le droit des personnes LGBTQIA+, si vous êtes touché par la cause animale, normalement, vous avez en vous de quoi être touché par le reste. Et ce n'est que ça qu'on raconte, et ce n'est que ça qu'ils racontent, ces gens-là, sans faire exprès. Ouais, et en fait, il y a ce que tu dis, c'est hyper important, en fait, le fait que tous parlent finalement d'une même voix, mais pour raconter des choses très très différentes. Et je pense notamment au premier, alors le dernier calendrier qui ressemble quand même à ça, on va le montrer, qui est incroyable. Et en fait, vous l'avez décliné aussi en un film qui s'appelle Le Dernier Documentaire. Absolument. Et le premier portrait que vous dressez dans ce film-là, c'est, si je me trompe pas, c'est Fashion Revolution. C'est ça. Et il y a la présidente Catherine Doriac qui Mm, s'exprime mm, et qui fait vraiment ce parallèle entre les enjeux de santé publique et environnementaux en disant qu'en fait la fast fashion c'est vraiment c'est du synthétique, c'est rempli de substances chimiques, de perturbateurs endocriniens qui mm, bouffent nos organismes mm. et en même temps on extrait mais en millions de tonnes des ressources de la Ouais, planète et je trouve que et en fait ça c'est le premier témoignage mais tous les témoignages sont une suite qui veut dire la même chose quoi. c'est ça. Alors la fast fashion, c'est ultra intéressant parce qu'il y a tout derrière la fast fashion. C'est-à-dire que la fast fashion, c'est de la ressource Mm. qui peut être soit de la ressource agricole, soit de la ressource pétrolière. Parce que soit c'est du coton et de la laine. Donc dans ce cas-là, il y a la cause animale, il y a la cause agricole. Soit c'est du pétrole. Et donc dans ce cas-là, ben, tu as l'extraction pétrolière et donc à terme la pollution plastique. Et au milieu, tu as l'exploitation humaine de la production. Et après, tu as aussi tous les problèmes de genre et d'injonction à, enfin voilà, toutes ces injonctions de genre qu'on a dans les sociétés occidentales, dont la mode est un vecteur. Ouais.
Et c'est fou, parce que donc, t'as cette idée de la mode et t'as cette idée du textile au milieu, avec, qui est en fait, qui est branché sur le monde agricole, qui est branché sur le monde pétrolier, qui est branché sur le- le- les idéologies d'oppression de genre, etc. Et t'as parlé que de la mode. Donc après, tu parles de la C'est pollution ça. plastique. Tu vois que dans la pollution plastique, euh, il y a des enjeux de vie marine, des enjeux de vie terrestre, des enjeux de qualité de l'eau, tout, 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 tout. Puis après, tu sautes de l'un à l'autre, et en fait, tu vois qu'ils se répondent naturellement. C'est-à-dire que quand tu vas interroger un agriculteur, naturellement, il va te dire, bah oui, parce que les sols sont dégueulasses à cause de la qualité de l'eau qui provient des usines à côté, qui fait que ben, ça draine, ça ruisselle, et puis au final, ça acidifie les rivières, puis les océans. Puis après, tu as Surfrider qui te dit, ben oui, l'acidification des océans a des effets sur notre société, qui font que ben, il y a des gens qui pouvaient pêcher avant, qui ne peuvent plus pêcher maintenant, donc il y a une précarisation, etc. Enfin, tout est un peu lié, avec comme ennemi commun l'oppression systémique euh, des hommes et des environnements, en fait, Ouais. par certains, qui sont assez identifiés, évidemment. Qui sont des entreprises, qui sont des individus, qui sont soit des systèmes identifiés, soit des individus identifiés. Et rien de tout ça n'est secret. Tu vois, alors que c'est dispo, tu peux le lire dans Le Monde, tu peux le lire sur... enfin, on sait qui fonctionne, tu vois, les ressources au détriment de qui. Et il y a dans ce film, et j'ai l'impression, alors je sais plus comment vous le dites, mais en gros, on a quand même ce message de ce que vous voulez faire passer, c'est des faits. Il n'y a pas ce truc de... mais en même temps, à travers les vidéos, les images, les témoignages, on est forcément ému. Avant, tu parlais de nécessaire froideur et Mm. de sérieux qu'il faut qu'on porte en tant que militant écologiste pour arriver à changer un petit peu les choses, puisque c'est de la même froideur et du même sérieux dont se revêtent les détracteurs Mm. voilà, des ressources planétaires, etc. Et dans le film, le dernier documentaire, on entend vos voix off à toi et Manon, et à un moment, tu dis quelque chose qui me parlait beaucoup. Tu disais que être ému est un acte. Moi, je suis totalement d'accord avec toi, mais je voulais t'entendre là-dessus. Et qu'est-ce que t'entends par là? Mais je pense que il faut créer de l'émotion autour de ces choses-là. Quand je dis il y a une froideur, c'est moi qui dois garder une froideur pour arriver à créer intelligemment de l'émotion chez les autres. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que je crée des œuvres, j'essaie de créer des œuvres, on essaie de créer des œuvres artistiques, des photos, donc c'est 12 photos qu'on essaye de rendre impactantes, de rendre émouvantes, tout comme on essaie de produire ce film, d'en faire un objet émouvant, impactant. Et nous, on doit garder une froideur au moment où on le fait pour le faire le mieux possible, pour que vous puissiez ensuite vivre des émotions à travers ça. Évidemment qu'on en a vécu des émotions, nous, c'est-à-dire qu'on a rencontré des gens à qui on a tendu le micro sans trop savoir ce qu'ils allaient nous dire et qui nous ont raconté des histoires poignantes, des histoires de combat, pour certains le combat d'une vie entière. Euh, Bien sûr que ça a été poignant d'aller recueillir tous ces témoignages et on s'est ému, nous, à leur contact et on a essayé de retranscrire ce qu'on a vécu pour que les spectateurs et pour que les gens qui voient ces photos, qui voient ce film, puissent aussi ressentir cette émotion euh, parce que c'est nécessaire. Et bien sûr que c'est nécessaire, mais alors, c'est pas le seul. Voilà, c'est ça que j'essaie de trouver mes mots. Mais l'émotion doit être un point de départ qui doit enclencher une machine. C'est ce que je disais un peu tout à l'heure. C'est-à-dire que tu as l'étincelle de l'émotion, l'étincelle de la conviction, qui doit ensuite allumer une flamme plus grande que tu dois faire vivre euh, avec intelligence, avec lucidité, tu vois. Et c'est très bien. Moi, je me suis engagé parce que j'avais de l'émotion. Je me suis engagé parce que je me détestais, ou je détestais le mec que j'étais devenu à faire ce que je faisais. Et je me suis mis à adorer le mec que je suis devenu quand je me suis engagé sur ce bateau avec ces gens. On dit putain, on va dépolluer les plages, on va dépolluer tout. Trop bien. Là, je me sentais bien, tu vois. Il y avait de l'émotion. C'est cette émotion qui a ancré la suite. Mais tu peux pas rester dans l'émotion permanente. Et c'est le piège aussi de notre époque. Parce qu'en plus, moi, je joue le jeu de l'émotion permanente. Je suis un artiste, donc je vais chercher l'émotion chez les gens. Mais j'ai presque envie de vous dire, attention à l'émotion. Choisissez de quelle émotion vous vous nourrissez, tu vois. Et ne vous nourrissez pas que de l'émotion. Parce qu'on est dans le règne du pathos, hein. Tu scrolles Instagram, c'est émotion, 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 rigoler, rigoler, détester, rigoler, détester, pleurer, pleurer, détester, rigoler, tu vois. Avec que ça. Et faut choisir de quoi on peut s'émouvoir, et après, faut construire dessus. Du raisonnement.
tu vois, de l'approfondissement. Et moi, il n'y a pas de manifeste, il y a rien de scientifique dans mon film. Il peut arriver que ce soit des gens très inspirés qui énoncent des faits scientifiques, mais c'est pas le but. Le but, c'est de montrer ce qu'il y a de poignant, ce qu'il y a de prégnant chez eux, et que ça puisse donner envie à de l'approfondissement de certains sujets, et puis peut-être après une mise en action qui puisse être des mises en action qui sont très multiples. Ouais, et cette petite phrase être ému est un acte, moi ça m'a beaucoup parlé parce que justement en perspective avec ce que tu racontais et le fait qu'on est aussi dans cette culture vraiment de l'émotion exacerbée par les réseaux sociaux et aussi par rapport à la critique que par exemple sur la cause écologiste il y a un peu ce truc qui revient en disant c'est des gens qui sont soumis et en proie à leurs émotions tout le temps et ils n'agissent que par enfin ils n'agissent que par leurs propres sentiments, leurs émotions, il n'y a rien de réfléchi, etc. Et on a toujours l'impression que l'action, l'agir, c'est quelque chose d'éminemment réfléchi. Et c'est vrai que l'action, ça pose une certaine position. Dans l'échiquier de la vie, faire quelque chose, ça traduit une certaine position, qu'elle soit volontaire ou involontaire. Mais on a tendance à oublier quand même que l'émotion, ça traduit aussi un certain positionnement quelque part. On est ému par un objet Bien sûr. parce que ça résonne en nous. Et c'est exactement ce que tu disais, cette résonance, cette émotion, elle peut être l'étincelle d'une première action, d'un aller vers C'est ça, quelque chose qui va être peut-être plus réfléchi après. c'est ça. Et je trouvais ça beau, cette petite Hmm. phrase de remettre ça en perspective, quoi. Ouais. Je pense que s'émouvoir, c'est nécessaire, c'est un acte fondateur. Tu vois, c'est comme quand tu te reconstruis après un traumatisme, qu'il soit presque positif ou négatif, tu vois. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivé sur ce bateau et quand je me suis engagé pour l'écologie, j'ai vécu un traumatisme très positif. C'est-à-dire que ça a ancré en moi un tel sentiment d'alignement, de sens, de bonheur, tu vois, que j'en suis jamais revenu. Mais heureusement que je suis sorti de ça. Et même, je vais même te dire, c'était nécessaire que Hmm. j'ai cette désillusion. Parce que tu te dis, ça y est, je suis à ma place. C'est comme les mecs qui lancent des micro-fermes ou tu vois, les gars qui sont dans l'agriculture qui disent, c'est bon, je vais travailler la terre. Voilà, je suis à ma place. Bon, après, t'es dans la réalité, tu vois. Et tu vois bien que les carottes, elles poussent pas toutes seules et que t'es obligé de mettre un peu de mental et de mettre un peu de structure autour de cette émotion qui t'a fait te lancer. Mais peut-être que moi, comme j'ai pu vivre des émotions à des périodes de ma vie qui ont ensuite fait que j'ai pu construire ce que j'ai construit après, et encore, il n'y a pas grand-chose, tu vois, c'est le début, ben, peut-être que mes films ou mes photos peuvent créer cette émotion déclencheuse chez les gens. Mais le piège, c'est de rester coincé dans l'émotion. Et c'est facile aujourd'hui. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que la porte de l'émotion, elle est là dans ta poche, tu sors, si tu veux te noyer dans un torrent de larmes et scroller des vidéos sur la Palestine toute la journée, tu peux. Hmm, hmm, hmm. Sauf que c'est pas constructif de faire ça. Et puis à force de ressentir la même émotion, ça banalise aussi peut-être quelque chose et se dire que de toute façon, enfin, Ah ouais, c'est anxiogène. tu vois C'est-à-dire ce que que je veux dire? ça te paralyse. C'est-à-dire que c'est de la peur, ça te fait peur, mais ça te crée vraiment une émotion tétanique. Tu vois, tu te dis, mais de toute façon, qu'est-ce que je peux faire? Je peux rien faire. Tu te sens complètement désemparé. Et ça, c'est un peu le danger du pathos, quoi. Hmm. Alors je dis ça, encore une fois, je travaille que du pathos, moi. Mais j'ai la prétention de me dire que les émotions que je suscite chez les gens sont mieux que d'autres. Tu vois, ça c'est mon. Parce que de toute façon, quand t'es un artiste, t'es obligé d'être certain que ce que t'as à défendre en vaut la peine. Tu vois. Ouais, enfin, là je pars peut-être sur un autre truc, mais on va refermer assez rapidement la boucle. Mais cette émotion que tu as réussi à traduire en action, c'est peut-être, enfin, pour les gens qui savent pas forcément par où commencer, des fois, je pense qu'un conseil ou une recommandation assez modeste, je pense que c'est aussi de resituer la localité des choses et des opportunités. Des Hmm. fois, c'est juste aller vers quelqu'un qui peut faire qu'on va pouvoir s'engager sur telle ou telle chose, aller à l'encontre d'un collectif et commencer comme ça. Et c'est déjà énorme. Et enfin, en plus, tous ces collectifs, toutes ces associations que vous représentez, c'est plein de manières d'agir et c'est en France. Ah oui, c'est en France. Ouais. Alors, c'est un peu ce qu'ils disent tous. Ils- C'est un peu ce que dit Virginia Marcus, c'est un peu ce que dit Antoine Pain de Protector Hunters. Il dit, moi, je me suis engagé parce qu'il était là, parce qu'il était à côté de moi. Parce que Antoine, qui protège, donc qui est dans la protection des glaciers, etc., il dit, bah, moi, je suis à la montagne, enfin, j'ai vécu à la montagne. La montagne, ça me touchait. J'ai choisi ce prisme-là. Mais en allant vers ça, il m'a dit, j'ai bien vu que je touchais à d'autres choses.
Sauf que moi, je fais ce que je peux faire ici. Je vis dans la montagne, je protège la montagne. Virginia, elle a débloqué des abattoirs. Sa sensibilité, elle s'est d'abord éveillée à la cause animale. Donc elle a choisi ça. Mais elle te le dit. En m'attaquant à ça, je m'attaque aussi au reste. Simplement, je ne peux pas m'attaquer à tout. Et donc, faut faire avec ce qui est proche de soi, en ayant conscience que ça sert aussi le reste. Mm. Et et qu'on ne peut pas, on peut pas tout faire, on peut pas tout porter. On peut pas tout. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a la capacité d'être conscient de tout. C'est ça qui est difficile. C'est-à-dire qu'on a un énorme décalage entre ce dont on pense être conscient d'ailleurs, parce que c'est même presque une projection numérique, tu vois, de ce que peut être la souffrance de quelqu'un à des millions de kilomètres ou des milliers de kilomètres de chez nous, et notre capacité en tant qu'individu. Et c'est ça qui crée de la souffrance. C'est ça qui crée l'éco-anxiété. C'est ce delta infini entre toute cette souffrance dont on a conscience, et dont on pense pouvoir avoir conscience, et ce qu'on réalise être notre Ouais. petite capacité. Et c'est en ça que je dis il faut presque choisir de quoi on peut s'émouvoir, tu vois. Parce que si t'en es à t'émouvoir de la souffrance du monde entier, bien sûr que c'est paralysant. Bien sûr que tu culpabilises. Parce que t'es dans ton petit confort d'occidental, t'es là, tu scrolles la misère du monde, et tu te dis, merde, tout le monde souffre, sauf moi. Je suis à des années-lumière de la réalité, comment Voilà. faire, quoi. Sauf que tout ça, c'est biaisé. Ouais. C'est sûr que c'est biaisé. Genre, il y a toujours eu des gens qui souffraient très loin, et puis toi-même, tu peux être dans une certaine forme de souffrance pendant que d'autres non, etc. Donc, c'est là où ça demande vraiment un grand bond en avant. Il va falloir qu'on se mette à niveau collectivement d'un point de vue cognitif, tu vois, pour pouvoir ne pas subir cet afflux d'informations anxiogènes, très dans le pathos, très dans l'émotion, etc. Et puis arriver à sélectionner, tu vois, ce que tu regardes de loin, ce que tu regardes de près, ce que tu t'appropries, ce que tu t'appropries pas, et comment tu agis en conséquence. Avec détermination, mais aussi avec humilité, et en acceptant que tu n'as qu'un corps et que tu n'as que 24 heures dans une journée et que tu ne vas pas pouvoir t'emparer de tous ces sujets dont tu as conscience et tous les régler d'un coup, tu vois. Mais c'est pas facile. Non, c'est vraiment pas facile. Et en parlant d'émotions, moi, je voulais savoir ce que toi, t'as ressenti au travers de cette aventure quand, avec Manon, vous êtes allé vraiment à la rencontre Mm, de ces personnes-là. Euh, Moi, ce qui m'a vraiment émue, c'est que on n'est pas dans un studio, vous avez vraiment sillonné la France pour mm, aller à la rencontre de ces personnes engagées mm, dans leur lieu d'action, leur lieu d'engagement, qui sont souvent aussi leur lieu de vie. Je pense à Benoît Le Bob mm. de Cocopelli, je pense à Virginia Marcus de Coexister. La façon dont vous les filmiez vraiment dans leur zone de confort, dans leur quotidien, euh, ça a été, enfin, ça paraît vraiment très très authentique. Qu'est-ce que toi t'as ressenti dans ces moments-là, avec ces gens-là? Moi, j'ai eu l'impression de n'avoir rencontré que des grandes personnes, tu vois, c'est-à-dire des gens qui travaillent des sujets très délicats de façon très sereine. C'est-à-dire qu'ils sont à leur place. Tu vois, Virginia, elle veut protéger les animaux. Je sais pas combien tu as de milliards d'animaux qui sont tués par les humains chaque année. Elle en a sauvé 25 ou 30. Et elle s'occupe de ces 30-là, tu vois. Ouais. Et elle est certaine d'être à sa place, de faire les choses du mieux possible. J'ai pas envie de faire les choses correctement parce que tout est perfectible. Et ils ont bien conscience, ces gens-là, qu'ils n'ont pas inventé de recette. Par contre, ils ont trouvé leur petite recette à eux. Et tu vois qu'ils sont euh, ni péremptoires, ni prosélytes, ni revendicatifs. C'est-à-dire qu'ils font la morale à personne. Ouais. Tu vois? Mm, Ils te disent, exactement. je pense que on devrait vivre un peu plus comme ça. Moi, je le fais. Je cherche des gens qui font comme moi. Je m'applique à le faire du mieux possible. Et voilà. Tu vois? Et c'est déjà énorme. Et c'est des gens qui construisent à chacun leur propre petite théorie euh, d'aller vers du mieux. Que ce soit, voilà, en travaillant, en respectant les sols dans sa ferme, en respectant les animaux dans son sanctuaire, en ramassant le plastique partout où on va, en militant pour le droit des femmes et pour la voix des femmes dans la rue, dans l'espace public, dans l'espace numérique. Voilà, tous ces gens-là, ils étaient tous assez sereins, Ouais, ils ont l'air, tu en tout cas. vois, parce que je pense qu'ils ont tous, ils sont un peu tous sortis de cette émotion militante du début qui est déclencheuse et ils ont tous un peu théorisé leur engagement, tu vois. Ouais, ouais. Ils disent, ben voilà, moi j'ai décidé de m'attaquer à ce problème.
avec cette méthode. J'ai bien conscience que je suis pas seul, j'ai bien conscience que ça résout pas tout, mais j'ai fait mon choix, tu vois. Et franchement, c'était à chaque fois très inspirant et vraiment, j'avais l'impression ouais, de parler à des personnes assez accomplies, tu vois, quand bien même ils ont leurs questionnements, ils ont leurs états d'âme, leurs doutes, etc. Mais des Ils gens ont l'air assez en paix ouais, ils sont avec assez en eux-mêmes, paix, quoi. même presque avec leurs ennemis, Hmm. tu vois. Ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire Je vois ce que tu qu'un veux dire. Virginia, elle déteste pas, tu vois, les gens qui exploitent les animaux. Elle leur tend la main. Elle leur dit, mais venez, je peux vous expliquer, si vous voulez, comment vous pouvez peut-être avoir une ferme ou avoir une exploitation animale qui respecte un peu plus vos animaux. Moi, ça fait longtemps que je me pose la question. Je Hmm. comprends que vous, non. Je comprends que vous aviez pas le temps. Je comprends que vous avez d'autres enjeux économiques, familiaux, etc. Mais si vous le souhaitez, si vous en avez vous-même la volonté d'être un peu plus vertueux pour vos animaux, moi, je peux vous aider, tu vois. Et, ils sont ils sont un peu tous dans enfin, voilà, ils connaissent leurs ennemis, ils savent très bien où ils sont, ils savent très bien ce avec quoi ils se battent. J'ai trouvé ça toujours très inspirant. Ouais. Et moi, ça m'a donné envie de encore plus parfaire ma propre technique, tu vois. Moi, je vois bien que je vais pas pouvoir être agriculteur, tu vois. Je vais pas pouvoir être agriculteur, je vais pas pouvoir être un militant féministe parce que j'ai pas les armes théoriques, j'ai pas les armes sémantiques, etc. Par contre, voilà, je me dis, putain, je peux montrer des gens comme ça et je peux m'appliquer à faire ça. Et justement, ça, la façon dont vous l'avez fait avec Manon, j'avais l'impression enfin, moi j'ai vraiment été habitée par ce film. Tu parlais de témoignages et c'est vraiment de ça dont il s'agit. Mais à la fin, j'étais tellement transportée par tout ce que j'avais vu et entendu au travers de ce film que j'avais l'impression que c'était plus un message brut, vraiment un message tel quel plutôt qu'une simple transmission que vous aviez effectuée. Et je trouve que enfin, vous l'avez vraiment très très bien fait pour le coup. Euh, Toutes ces personnes-là que vous êtes allés chercher, ces associations, est-ce que c'était des personnes, des associations que vous connaissiez déjà, où il y a dû avoir un travail de prise de contact, de recherche en amont de ce Il y a eu projet? beaucoup ça. Alors, c'était un gros puzzle. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qu'on connaissait de loin, des gens qu'on connaissait d'un peu plus près, des gens qui nous ont dit oui tout de suite. Et puis, l'effet de groupe, petit à petit, a fait que une asso nous ramenait une personnalité, et des fois, une personnalité nous ramenait une asso. Et des fois, nous-mêmes, on a fait le lien entre sur certaines photos, tu vois, il y a des binômes qui étaient très naturels, comme Florian qui nous a amené Protector Winters, ou No Plastic in My Sea qui nous a amené Arthur Levaillant, parce qu'il faisait déjà partie de leurs ambassadeurs. Et des fois, c'est nous qui avons proposé, entre nous toutes et Swan Périssé, entre Entourage et Ludovic, tu vois, c'est nous qui les avons fait se rencontrer. Et ça a été comme ça un long puzzle, et il fallait qu'on aille convaincre les gens, parce qu'on est personne, on n'a pas de réputation, on n'est pas des grands photographes à qui tu fais confiance de prime abord, tu vois. Donc il a fallu qu'on prouve notre bonne volonté au début, et qu'ensuite on prouve la qualité de notre travail à la fin. Et jusqu'ici, ça a réussi. C'est-à-dire on estime avoir réussi artistiquement ce projet et dans la production. C'est-à-dire que tout le monde était très content d'y figurer et tout le monde nous a remercié de la façon dont on s'est approprié leurs messages et de la façon dont on les a traduites en images. Et ça, on était très contents. On s'est tous retrouvés à l'Académie du Climat il y a un mois et on a vu ces gens se rencontrer, même entre eux, tu vois, qui se seraient peut-être même pas rencontrés sans ce projet. Et ça nous a fait dire que, OK, on, on a réussi, tu vois. En tout cas, il y a une partie de tous les enjeux derrière ce projet qui a été réussi. Mais ça a été une grande aventure artistique, humaine, logistique, enfin. Oui, et la logistique, enfin tout ce qui est vraiment, bah, les photos qu'on voit dans le calendrier, il y a une espèce de, voilà, il y a de la logistique derrière, il y a beaucoup d'idées. C'est qui a pensé à la mise en scène de toutes ces photos? C'est vraiment toi et Manon? C'est moi et Manon, on les a beaucoup pensés à deux. Et parfois, il y a eu de la réflexion aussi avec les modèles. Mais on a essayé de leur proposer des choses qu'ils étaient capables de faire. Tu vois, c'est-à-dire de demander à ceux qui sont déjà un peu des comédiens, tu vois, de faire de la mise en scène, etc., de donner de l'émotion. Et à ceux qui ne le sont pas, de juste aller chercher des postures qui sont naturelles pour eux. Genre Olivia Piana, qui est enfin, qui est triple championne du monde de subfoil, tu vois, et puis qui est athlète de sport nautique. Bah, on l'a mis en situation de sport nautique, tu vois, pour qu'elle soit à l'aise et pour qu'elle soit en train de faire quelque chose qu'elle maîtrise et qu'elle connaît, quoi.
Mais, euh, mais ouais, ça a été vraiment un grand puzzle d'ambition, d'idées artistiques, de symbolique qu'on met dans toutes les photos. Est-ce On que tu as une retrouve photo préférée? Ou pas du tout? Ah, franchement, celle de février, je l'aime beaucoup. Ok. Celle de la lutte contre la pollution plastique, parce que j'avais déjà fait 3 calendriers avant sur la pollution plastique. Donc j'avais déjà fait 36 photos de calendrier sur ce sujet précis. Et pour moi, celle-ci, c'est un peu celle qui vient, Ouais. tu vois, en substrat final de toutes ces années à lutter contre la pollution plastique, parce que c'est le mythe de Sisyphe, parce que c'est la grosse boule de plastique au bord de l'eau, etc. Donc, celle-là, je l'aime beaucoup, mais je les aime toutes parce elles racontent toute une histoire. Voilà, elles ont toute une émotion particulière, une posture particulière, des symboliques particulières. On a essayé de garder la symbolique du temps, parce qu'il s'appelle le dernier calendrier, et que c'est ça que ça cherche à évoquer chez les gens. Et il y a urgence, on le sait. Maintenant, est-ce que c'est le dernier avant que ce soit foutu, ou est-ce que c'est le dernier avant qu'on ait réussi à engager quelque chose? Ça, c'est à la libre interprétation de chacun. Et le temps, justement, la première page ou la couverture du calendrier, c'est plein de pendules que vous avez disposées sur du sable. Alors, il y a pas la scène d'ouverture, mais du coup, la deuxième scène dans le dernier documentaire, c'est, j'imagine, vos silhouettes, à Manon et toi, en train de porter une pendule à contre-jour Ouais. sur une espèce de dune de sable. Mm. Juste par curiosité, vous l'avez tournée où, cette scène? Sur la dune du Pilat. Ok, je me disais, et elle est juste fabuleuse. D'ailleurs, vous l'aviez utilisée un petit peu En en... teasing, Ouais, etc. Bah, parce que c'est un peu elle et moi ouais. qui portons toutes ces causes, qui portons tout ce temps, tu vois, parce que c'est ça, en fait, c'est le temps qui nous reste avant que tous les glaciers fondent, le temps qui nous reste avant qu'on ait plus de poissons dans la mer, etc. Donc c'est un peu, évidemment, il y a toute cette symbolique du temps. Le hasard fait qu'il y a 13 pendules, il y a 13 horloges sur cette couverture et il y a 13 photos dans le calendrier. Et Ok, j'avais pas capté ça, je t'avoue. bah, nous non plus, c'est après, on les a comptés, on a fait ah, 13, bah, nickel. Et, euh, et ouais, cette photo-là, c'est un peu, il y a personne dessus, Ouais, il y a que le temps, il y a que des horloges à 11h58. à 11h58. Ouais. Ok. Parce que c'est un peu ce qu'on nous dit Ouais. être là où l'humanité en est dans l'histoire de la vie et de l'univers, tu vois. Et en gros, cette photo-là, c'est un peu ben, ce qui nous menace peut-être, tu vois. Ouais. C'est-à-dire le désert avec plus de temps Ouais. pour en sortir. Plus aucun repère, plus, ouais. Plus de repères, plus rien, plus d'hommes. Peut-être c'est ça qui nous menace, quoi. Peut-être l'extinction de notre espèce, peut-être bientôt, peut-être moins bientôt, mais c'est quand même vers ça qu'on marche tranquillement, tu vois. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de changement, on va vers une autodestruction à peu près globale de la vie humaine. Ce qui n'est pas grave en soi, tu vois, mais je ne sais pas si c'est souhaitable ou pas. Je ne sais pas si en tant que société, on a le pouvoir ou la volonté de prendre une autre direction. Mais en tout cas, toute la modification qu'on est en train d'apporter à notre environnement viable est en train de doucement en faire un environnement hostile à notre survie à nous, de façon très anthropocentrée, parce qu'il y a certainement tout un tas d'espèces qui kifferaient un monde à plus de degrés, hein. Tu vois, la vie ne va pas s'arrêter parce qu'il fait chaud. Certainement les cafards qui seront refaits, enfin peut-être tout un tas d'espèces qui pourront proliférer dans un monde où nous, on n'arrive plus à survivre, tu vois, justement parce qu'on laissera beaucoup de place. Maintenant, je pense quand même que l'humanité est une chose très chouette et que c'est souhaitable d'arriver à la faire traverser encore quelques millénaires peut-être. Ouais, et ça, c'est un truc que je me dis aussi quand on a pu me demander pourquoi enfin, pourquoi t'as envie de t'engager pour la planète, etc. Déjà, je trouve que cette question, elle peut être un petit peu sordide, mais il y a ce truc, au final, je me suis déjà dit, en fait, il y a peut-être un truc un peu, si tu pousses le truc très loin, un truc un petit peu égoïste à vouloir s'engager pour la planète, parce que, en fait, tu sais, t'as ce discours au premier abord, ouais, les ours polaires, les glaciers, nos forêts, les océans. Et en fait, moi, je sais que depuis que je suis toute petite, j'ai une peur atroce de la mort, de la finitude. Et ça me fait encore plus peur quand je me dis que le jour où je serai plus là, ben, il y aura même plus d'humains. Et en fait, des fois, je me dis, je crois qu'inconsciemment, j'ai envie de sauver ce qui reste d'humain et de faire perdurer un petit peu l'humanité. Et, euh, et encore une fois, bon, au final, ça rejoint ce qu'on dit, c'est que Hmm. la nature, c'est l'homme et l'homme, c'est la nature. Donc les deux sont liés, mais il y a un truc de, je déteste. L'humain me saoule un petit peu, mais je veux qu'il reste, tu vois. Je comprends. Moi, je sais pas si j'ai d'avis là-dessus. C'est vrai que si, il y a ce côté quand même, il y a cet instinct de survie un peu.
On se dit qu'en tant qu'espèce, on devrait arriver quand même en plus en tant qu'espèce consciente, intelligente, entre guillemets, tu vois, il y a un moment, on devrait comprendre, tu vois. Peut-être que ça se fera pas tout de suite, peut-être que ça se fera pas par anticipation, peut-être que ça se fera par nécessité, tu vois. Peut-être qu'on trouvera d'autres hacks, tu vois, peut-être qu'on y finira par creuser des trous et vivre sous le sol parce qu'il fait trop chaud en été. Je sais pas, il y aura certainement des solutions, tu vois. Pour l'instant, on s'entasse dans des villes parce qu'on est beaucoup, alors on vit dans 15 mètres carrés d'espace vital et on se dit que c'est OK, tu vois. Tu vois, on est résilient, hein. Qui sait, qui On a sait. envie d'être 10 millions sur 30 kilomètres carrés, on trouve le moyen. Hein, donc, le jour où on voudra peut-être être plus en harmonie avec la nature, on trouvera certainement aussi le moyen. Quand quand nos systèmes seront trop complexes. Ouais. Ouais, qui sait pour tout ça. Mais en tout cas, le dernier calendrier, la dernière année, 2026, quels Il n'y a pas sont... d'année dessus. Non, c'est vrai, il y Ouais, a pas... non, C'est vrai qu'il n'y a pas marqué 2026. non, parce que c'est le dernier calendrier. C'est le dernier calendrier. C'est le dernier. Et pour cette dernière année, quels sont tes projets à toi, Victor? Est-ce que Euh, tu en as? On a le droit de pas en avoir un. Moi, j'ai envie de faire vivre ce projet puisque c'est le dernier et qu'il n'y en aura pas après et qu'il n'a pas d'année. On va continuer de faire vivre ce calendrier, mais on va continuer de faire vivre ces photos, on va continuer de faire vivre ce film, on va continuer de faire vivre ces idées, euh, et on va continuer de tendre le micro à ces gens qu'on allait rencontrer et peut-être à d'autres. Notre ambition, c'est de produire d'autres œuvres, d'autres interviews, d'autres films, de continuer à produire de l'art qui se saisit de ces choses-là, toujours avec cette idée de prospective. Euh, et c'est ce qu'on se dit, c'est que ce projet va certainement donner lieu à la création d'une association Ok, qu'on va appeler, je pense, le dernier média. Pour l'instant, c'est un peu le nom bêta qu'on a avec ça. Et qui aura pour but de continuer cette démarche de prospective super. sociale, environnementale et humaine, sans commenter l'actualité, tu vois, sans être dans le commentaire de ce qui se passe, mais vraiment toujours avec cette idée de voir loin et de voir ce vers quoi on marche collectivement, euh, le temps qui nous reste avant ci, avant ça, le temps qu'on passe à mener nos actions. Donc ce projet-là va donner lieu à encore peut-être en tout cas, il y a une intention première qui a été posée qu'on va faire vivre, on espère encore longtemps, et puis sinon, continuer à travailler la technique de photo, la technique vidéo, proposer proposer des œuvres de plus en plus ambitieuses, de mieux en mieux réalisées, parce qu'on est encore au début, tu vois, on tâtonne, on fait des petits films, on fait des petits trucs, ça reste encore de l'artisanat ce dans quoi on est, et la guerre culturelle ne va pas se mener avec de l'artisanat. Je dis pas que j'ai l'ambition de monter une industrie de création d'images, et quand bien même, tu vois, je vois des Cyril Dion qui montent des assos comme Cut, où ils engagent vraiment la méthodologie des nouveaux récits comme des méthodes transformatrices de la société. Ouais. Je trouve que c'est une bonne chose. C'est-à-dire que il peut y avoir une industrie du bien et une industrie de la vertu. Certainement. J'aimerais bien y participer, tu vois. Mhm. Donc voilà, on va continuer à faire vivre ce projet et d'autres collectivement Ok, et à avoir ces discussions comme aujourd'hui autour de ce micro. absolument génial. Et pour clore cet entretien, cette discussion, est-ce qu'il y a, je sais pas, une recommandation, un message que tu aurais envie de faire passer, enfin de passer aux auditeurs et aux auditrices qui nous écoutent? Hmm. Moi, je dis toujours ce que je disais pendant cette table ronde et ce que je dis toujours, c'est que l'optimisme est un choix. C'est pas une fatalité de voir le verre à moitié vide ou à moitié plein, c'est un choix d'interprétation du réel. C'est-à-dire que il faut voir les faits et après tu choisis. L'optimisme, c'est plus dur. C'est un chemin le pessimisme, c'est facile. T'as juste à t'y abandonner, tu vois. C'est des sentiments, c'est comme la mélancolie. Tu vois. C'est trop simple. Tu te vautres dedans et tout va mal. L'espoir, l'optimisme, ça demande un peu de force de conviction et c'est un travail qui est plus dur, mais je trouve que ça en vaut largement la peine. C'est bon pour la santé aussi, je pense, d'être Ouais, optimiste. je pense. Faut se taper des barres. Ouais, c'est Faut ça. rigoler, tu vois. Mais voilà, je pense que ouais, vraiment c'est ça. L'optimisme est un choix. Aussi dramatique que peut nous sembler la situation, on peut choisir d'y croire et de se dire on va faire des enfants et ils vont être meilleurs que nous. Ouais, Et on va avancer collectivement et on va traverser ces trucs-là et quand même trouver du bonheur sur la route. ouais. Bah, je suis d'accord avec toi. En tout cas,
Victor, je te remercie Merci à toi. pour tout ça, pour cette discussion qui a été assez profonde, j'ai envie de dire. Ouais, écoute, Euh, c'est pas parlé pour rien. oui, non, mais c'est clair. Et merci d'avoir ramené ta caméra pour C'est cette moi qui ai la fille. première interview filmée. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode et si ce moment t'a plu et inspiré, je t'invite à le partager, à laisser quelques étoiles et un commentaire sur Spotify ou à faire une story Instagram en identifiant mon compte Léa-RTAG et celui de mon invité pour qu'on puisse te repartager. J'aimerais également remercier ma précieuse monteuse Élodie Delcé pour son travail. En attendant de se retrouver, je te souhaite de continuer à écouter des podcasts du même genre et d'approfondir les enjeux évoqués dans mes épisodes. Je suis convaincue que cela fait du bien de se sentir éveillé sur toutes ces questions et d'en parler autour de soi. Alors, toi aussi, sème tes graines et vis ta vie avec du sens.